Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve avec Willou. Willou, on vient de finir une draft Liga qu'ils vont voir très très bientôt en fait. Ils vont la voir très très bientôt en fait parce que je pense que je vais sortir cette vidéo là juste avant la draft puisqu'elle va sortir je pense aujourd'hui. Du coup vendredi midi heure française, voilà, la draft espagnole. Midi heure française. Franchement, midi heure française, on vous a dit. La draft, les gars, la draft du grand banditisme. Top draft en plus. Deux très belles équipes. J'ai hâte de voir ce que vous avez à en dire. Willou, on va passer aux choses sérieuses là. Le nouveau format Ligue des Champions là, c'est comment? Trop bien. Tu files ça comment là, maintenant, en fait. Moi, je sais pas, je veux juste avoir ton feeling. Moi, j'ai l'impression que, je l'avais dit dans le débrief du tirage au sort que ça allait être le bordel. J'avais un feeling que ça allait être le bordel. J'ai un feeling que ça va être le bordel parce que les choses, elles ont changé. L'être humain n'aime pas trop le changement. Ça lui prend de temps en temps du temps pour s'adapter. Le fait qu'il y ait 8 matchs, qu'on en ait déjà joué 2, qu'il en reste 6 et que tu rejoues pas le même adversaire et que tu ne sais pas à quoi t'attendre à chaque fois et à chaque journée, ça crée un bordel, j'ai l'impression. Il y aura des surprises. Je sens des barragistes qui n'étaient pas prêts à être barragistes. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est sûr que 8 sur 36 seulement qui se qualifient, ça laisse de la place pour les mauvaises surprises. Non, en vrai, moi, je kiffe à mort. Un truc que j'avais... le truc que j'avais le plus pressenti, entre guillemets, au tout début de la saison, là, on était en pré-saison, j'ai fait une petite vidéo en mode les grandes choses de 2024-2025, les 10 enjeux de la saison, et le premier c'était nouveau format de la Champions. J'en ai même fait une vidéo dédiée. Et un truc qui m'intriguait bien dans cette formule, c'est à quel point on est beaucoup plus connectés tous ensemble dans cette même ligue. Je me souviens qu'à l'époque, phase de groupe de Champions, chacun est dans son groupe. Chacun regarde son petit truc, chacun regarde son classement. Tu regardes peut-être l'autre match qu'il y a eu dans ton groupe, vite fait. Et voilà, t'es dans ton petit monde. Alors qu'aujourd'hui, pourtant, avec 36 équipes, il y a 18 matchs par journée. Là, on sort d'une semaine, t'en avais 9 mardi, 9 mercredi. J'ai l'impression que tout le monde suit, je vais pas dire absolument chaque match, genre peut-être pas Sturm Graz contre Bruges par exemple, mais tout le monde a un œil un petit peu sur tout et est intéressé par tout, regarde beaucoup plus le classement. Tu vois, ce classement des 36 là, je l'ai regardé après 2 journées, je l'ai regardé beaucoup plus que je regardais avant le classement des phases de groupe de Ligue des Champions. Tu vois, genre, qu'est-ce que t'allais apprendre avec un petit classement où il y avait juste 4 équipes, tu connais les résultats, tu sais grosso modo ce que ça donne, voilà, tu t'y intéresses pas de très très près. Donc ça, c'était un truc qui me parlait plus en mode toute la sphère footballistique concentrée et on est tous ensemble un petit peu dans cette phase de ligue. Ça me plaisait. Et bien sûr, l'autre truc qui était évident quand même, c'est qu'il allait y avoir plus de gros matchs. Forcément, quand tu fais jouer des équipes de chapeau 1 contre des équipes de chapeau 1, des équipes de chapeau 2 contre des équipes de chapeau 2, quelque chose qui par définition existait pas avant, parce que tu avais un groupe avec chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Maintenant, il y a 8 matchs chapeau 1 contre chapeau 1. La semaine, la troisième journée, là, t'as du Barça-Bayern. Cette semaine-là, on avait eu du Arsenal-Paris Saint-Germain, qui était peut-être même chapeau 1 contre chapeau 2. Parce que le Paris Saint-Germain a des matchs contre le Bayern, contre City. Enfin, il y a juste plein de très très gros matchs. Atleti aussi. Beaucoup de très très gros matchs. Il y a du Liverpool-Real Madrid qui arrive, bien sûr. J'ai checké, il y a quasiment toutes les dernières finales de Ligue des Champions. On les a là sur la phase de Ligue. Parce qu'on a Real Dortmund, on a City-Inter, on l'a eu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Real... Liverpool-Real contre Liverpool, exactement. On en a pas mal, juste bien kiffant pour le début, ce format. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bayern Paris Saint-Germain. Exactement, Bayern PSG, bien vu. Yeah. Donc je prends c'est bien chaud, mon kiff. Franchement. Non, c'est une dinguerie. Donc là, tu regardes et je te dis, franchement, moi, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient un tout petit peu sceptiques au début. Moi, je trouve ça assez intéressant. Moi, le changement ne me dérange pas trop. Ça prend un peu de temps pour s'habituer. Mais la seule chose qui me dérange, c'est le fait qu'on joue pas tous l'un contre l'autre. Mais bon, ça, on va dire qu'on va faire confiance au logiciel et que le logiciel avait les meilleurs intérêts de tout le monde en jeu. Les Parisiens te diront le contraire. Ils te diront que le logiciel était un tout petit peu contre eux. Mais j'ai envie de leur dire que Nasser, il est quand même là-bas à l'UEFA, donc il a qu'à se gérer. Je dis au niveau des mises à jour, les pauvres, c'est eux qui ont pris le calendrier le plus compliqué. Deuxième journée pour le Paris Saint-Germain, défaite face à Arsenal. On va aller. T'as regardé le match?
Ouais, non, malheureusement. J'étais concentré, je vais être très honnête avec toi, j'étais concentré sur le Barça. Le Barça a joué, ils ont gagné 5-0 face aux Young Boys de Berne le même soir. Ferran Torres a joué pendant 90 minutes, il a rien foutu. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 buts, il a pas mis une passe D, il a pas mis un centre, il a même pas fait, comme je disais, tu sais, Willou, ok, Ouais, il y a les pré-passes décisives et les pré-passes décisives, tu vois. Mais Ferran, même si tu regardes les buts, en fait, et tu cherches, en fait, c'est le 4e passeur, il peut même pas être un passeur décisif. C'est marrant parce qu'il y a quand même eu un Arsenal Paris Saint-Germain, victoire des Gunners, le gros truc, mais on a réussi déjà à le faire dérailler sur Ferran Torres. Il y a vraiment Ferran, quelque chose. Tu sais que j'ai failli le prendre dans ma draft Liga, tu rigoles, toi. J'ai failli le prendre. À 30 millions, je trouvais que c'était un très bon prix sur le côté. J'ai failli le prendre, mais je me suis dit, je peux pas sombrer comme ça. Je peux pas sombrer. Donc, du coup, ouais, Arsenal s'en sort. Ça fait plaisir. Pour les Gunners, je pense que ça fait du bien. Début de championnat très compliqué pour Arsenal. Moi, si j'ai envie de prendre les choses globalement, d'un point de vue d'un fan d'Arsenal, je suis content. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, on a eu l'occasion de jouer que des top équipes. On a joué Aston Villa qui a tapé le Bayern, on va en parler rapidement tout à l'heure. On a joué Manchester City chez eux à 10 contre 11, ça n'a pas été simple. On a joué Tottenham chez eux. On a Brighton. Brighton, en fait, le meilleur avec le début de championnat qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et là, finalement, tu as ce match à l'Atalanta, à l'extérieur, qui est quand même champion d'Europe avec l'Europa League. Tu vas jouer le Paris. En fait, on a un début de championnat très compliqué. Les gens s'en rendent pas compte. Et l'équipe tourne bien et on n'a pas Martin Odegaard. Franchement, moi, je suis très content. J'ai envie de dire, globalement parlant, que c'était une belle semaine pour Arsenal. Maintenant, au niveau de Paris, ils ont l'air fâchés. Je sais pas. J'ai une question pour toi, d'ailleurs. Yeah. Tu trouves pas que Luis Enrique, il est trop dans le seul contre tous? Ouais, sa communication est pas ouf, je suis d'accord avec ça. Ouais, je trouve pas que ce soit un très bon communicant avec les médias. Bon. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, non, sinon sur Paris, ce que je dirais, c'est que je trouve que le paysage médiatique français est quand même est très fébrile, comme une feuille portée par le vent, va vite d'un sens à l'autre. Et c'était il y a pas si longtemps, il y a même quelques jours qu'on disait ouais, très belle victoire de Paris contre Rennes vendredi, ils sont chauds, il y a de belles choses, Luis Enrique c'est pas mal. Et tu vois, moi j'ai même des potes qui m'ont dit franchement Luis Enrique, moi j'y crois de plus en plus. Au tout début à sa nomination, j'étais pas convaincu. Maintenant je pense que c'est bien et tout. Et après il y a une défaite là contre Arsenal et tout le monde est un peu en mode catastrophe, machin. Bref, je voyais genre c'était aussi je pense aussi parce que Luis Enrique est tellement critique avec les journalistes qui s'est pas fait beaucoup d'amis dans la presse. Et du coup, tu vois la une de l'équipe, le site L'équipe, j'ai regardé au lendemain de la défaite contre Arsenal, t'avais un enchaînement de genre 3, 4, 5 articles qui sont un peu véhéments, quoi. Contre Paris, contre Enrique, Paris a pas existé, l'échec total de la tactique de Luis Enrique, après la capsule avec son interview avec Margot Dumont, si je vous expliquais ma tactique, vous la comprendriez pas, etc. Et cet enchaînement de toutes ces choses-là. Non, mais il abuse. Par contre, il abuse là-dessus et genre cultiver des bonnes relations avec la presse, c'est important. Mais bon, moi je suis de plus en plus maintenant, je fais que regarder les matchs et regarder la matière et j'essaie de pas trop interagir avec le reste du commentaire sportif, histoire de vraiment donner mon opinion la moins biaisée par les autres opinions. J'essaie de chercher le maximum de faits. Il y a plein d'articles où tu peux trouver plein de faits. The Athletic fait des très bonnes compilations de faits, etc. Mais les opinions, j'essaie de m'en distancer un petit peu. Parce que par exemple, sur Paris, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le discours était très schizophrène. Tu vois, ça change tout de suite du tout au tout. Alors que tu joues effectivement Arsenal qui est 2 fois dauphin d'affilée en première ligue, tape des saisons à 90 points, parfois plus. Moi, je te l'ai dit en off, je pense Arsenal va faire une très belle campagne de Champions, même avant qu'ils battent Paris. Je les vois performants en Europe. C'est une magnifique équipe. Voilà, tu vas à l'Emirates, tu perds. Il y avait moyen d'aller chercher un petit quelque chose, peut-être, mais dans l'absolu, c'est logique qu'Arsenal l'emporte, même si t'as tapé 2 fois le poteau, etc. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas, y a pas de quoi remettre en question absolument tout. C'est quand même une équipe qui joue sans vrai numéro 9, aussi parce qu'Enrique a fait des choix tactiques, mais le fait de pas avoir Gonzalo Ramos par exemple, ça c'est pas sa faute. Et ça s'est vu, je trouve, dans la construction parisienne, machin. Donc voilà, Arsenal est au-dessus pour l'instant, c'est normal, ils sont plus forts, ils sont mieux équipés, ils sont en avance sur leur projet, et c'est pas pour ça que tout est acheté côté parisien. Voilà.
C'est sur ces belles phrases-là, en fait, mesdames et messieurs, que nous allons terminer cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est très gentil, franchement. J'ai T'es d'accord, ouais. les larmes aux yeux. Non, je suis plus que... Mais tu veux... Mais j'avais des immigrés parisiens qu'on allait les taper. On n'est pas leurs amis, franchement. Je suis désolé. On boxe pas dans les mêmes catégories. Je dis, en fait, c'est une évolution de projet. Et nous, ça fait du bien en ce moment et ça se voit avec Arteta. Mon seul problème jusqu'à présent, c'est le fait que, bon, de temps en temps, on claque des buts, c'est bien et tout, mais de temps en temps, le match peut être compliqué. Offensivement, on peut avoir la maîtrise, mais ne pas avoir le tueur devant. Ça, jusqu'à présent, je mets un bémol là-dessus. Mais sincèrement, sinon, top début de saison de la part de mes Gunners là, avec le calendrier très compliqué. En France, cette semaine, finalement, tu te rends compte que c'est un tout petit peu bizarre quand même. Le PSG, c'est eux qui se gèrent le moins en Ligue des Champions. Monaco, quand même, ils ont réussi à battre le Barça, à prendre un point à l'extérieur, ils ont 4 points. Brest, ils ont 2 matchs, ils ont 6 points. En fait, et j'ai envie de dire que Brest est en train de très bien se débrouiller en ce début de Ligue des Champions. 6 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand tu as 8 matchs, en sachant que... Non, c'est énorme. En fait, ils sont deuxième, ils sont deuxième sur 36. En plus, 6 points en ayant battu Salzbourg 4-0 chez eux, ouais, c'est pas mal. Mais grave, avec un bon goal average en plus. Ils prennent des points, ils prennent même des buts sur le goal average en plus, tranquillement. Ouais, ils sont en plus 5 là, 6-1. Impressionnant cette équipe de Brest là. Abdallah Sima aussi qui est en train de sortir des top performances. Tu sais que je pense qu'il était où lui? Il était au Celtic, non? Avant Brighton et Rangers. C'est ça, Rangers. Ouais. Et il était aux Rangers et apparemment c'est une légende là-bas. Apparemment, c'est une légende. J'ai lu des articles et tout. Apparemment, il est vraiment considéré comme voilà quoi. Genre, les gars, ils l'ont kiffé, ils l'ont adoré. C'est dommage qu'il n'ait pas encore eu beaucoup de temps de jeu en équipe nationale du Sénégal. Mais bon, comme vous le savez, les choses ont changé en équipe nationale du Sénégal au courant des 24 dernières heures. Donc, du coup, vu que maintenant, on a changé de coach, tout est possible. Et qu'on va avoir un nouveau coach, on ne sait pas qui va arriver. Donc, ça donne peut-être plus de place pour ces joueurs-là qui frappaient à la porte de l'équipe nationale et qui peut-être n'avaient pas le temps de jeu qu'ils méritaient d'avoir à cause de certains vétérans qui étaient là aussi, les Sadio Mané, tout ça, qui étaient encore là. Donc moi j'ai hâte de voir, mais franchement top début de phase de Ligue des Champions de la part de Brest, qui va recevoir le Real Madrid, non? À un moment donné, je pense. La dernière journée, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est leur 8e match, et ils jouent aussi le Barça. Ils ont Barça et Real. Donc, non, mais Brest, pas mal. Moi, je sens Brest, ils vont prendre... Non, arrête. Non, si, je dis, ils vont prendre 3 points face. Vous allez voir. Voilà, moi-même, j'ai dit. En tout cas, c'est... Le Barça, ils vont taper le Real. On va être là. Ça va être intéressant parce que ils jouent vraiment avec leurs armes. Le plan de jeu est très simple, direct, hyper bien exécuté. C'est Sima et Ajorc, les deux géants. Parce que même Sima, mine de rien, il fait genre 1m88. Ajorc, il fait genre 1m97, un truc comme ça. Et jeu aérien, on cherche les seconds ballons, on chope un coup franc à 45 mètres, on le tape dans la boîte avec Kenny Lala qui a une bonne qualité de centre. C'est très clair, très bien exécuté et ce serait une sacrée opposition de style par exemple contre le Barça dans ce match-là. Non, le Real Madrid, même face à Salzbourg, ils ont, bien sûr. Tu vois, il y a des phases où tu galères un peu, tout ça, mais défensivement ça tient, ça sort bien, franchement. Ouais, c'est vraiment un style très kiffant et ça marche bien. Et la dernière fois, Ajorc, Sima, les deux ensemble contre Sturm Graz, ils ont joué genre 25 duels aériens. Le troisième joueur qu'on avait le plus dans tout le match, il était à genre 3 ou 4, un truc comme ça, et eux à eux deux 25 genre. Donc voilà, c'est vraiment les deux tours de contrôle. Et Madi Camara au top, Magnetti au top. Non, vraiment belle petite équipe. Et dans les buts, bien sûr, Marco Bizot, qui en vrai a fait un top match contre Salzbourg, même s'il l'emporte 4-0, c'est un des hommes du match. Il a été très très bon aussi. Donc bon, pour l'instant, ce qu'on peut dire pour Brest, c'est que c'est magnifique. Avec la victoire à 2,1 millions d'euros en Champions, et ils sont en train de payer quasiment toute leur masse salariale. Là, ils ont pris déjà plus de 4 millions sur cette campagne. Ils sont bien. Ça fait du bien, et maintenant, ça. Ce qu'on va dire, c'est qu'ils ont joué Sturm Graz, c'est chapeau 4. Et Salzbourg, c'est chapeau 3. Salzbourg fait pas un très bon début de saison. Salzbourg, ils nous ont habitués à être bien meilleurs. Le Salzbourg de Szoboszlai et Haaland, voilà, c'est pas la même chose aujourd'hui. Même s'ils ont quelques petits joueurs, ils avaient perdu par exemple leur premier match contre le Sparta Prague 3-0 aussi. Donc voilà, c'est juste pour l'instant, on va aussi nuancer en disant que honnêtement, Brest n'a pas encore rencontré les gros noms de la Champions, mais avec cette solidarité, cette envie et juste cette qualité tactique, plan de jeu clair, bien exécuté,
peut-être ils peuvent aller chercher encore quelques petits points en plus. Et maintenant, déjà, tu as 6 points. Ils sont très très bien positionnés pour aller jouer le 16e de finale, là, le play-off. S'ils finissent top 24, ils jouent un match à élimination directe. Ouais. Ça veut dire que Brest va jouer un match aller-retour à élimination directe de Ligue des Champions. T'imagines la folie, c'est juste dommage qu'ils jouent pas chez eux. Ils jouent pas chez eux, non? Ah, bien sûr, mais ça c'est toujours le cas, ouais, bien sûr. Ils jouent au Roux à Guingamp, mais ça c'est toujours le cas avec les équipes qui découvrent la Champions, comme ça, c'est parfois se mettre le stade à niveau, ça prend quelques temps, mais avec ces moyens, qui sait, peut-être qu'ils vont être de plus en plus équipés pour. Mais ouais, moi je trouve, ça aussi c'était un truc que j'avais dit dans ma vidéo en début de saison, la folie de cette nouvelle formule, c'est qu'en vrai, sur les 36, t'en as 24, à minima, qui vont jouer un match à élimination directe. Forcément, il y en a plein qui vont partir, ça va être très très déséquilibré, mais ils vont être là, match à élimination directe, qui commence à 0-0, et avec la possibilité de, tu fais partie du gratin, quoi. Tu fais partie t'es en direction vers la coupe aux grandes oreilles, même si évidemment elle est très très loin. Tout est possible. Quoi. Tout est possible en plus, et ça te donne d'image de Ligue des Champions. Et il y a un petit fait même que j'ai envie de rajouter à ce que tu as dit, c'est les droits télé. Parce que oui, tu as les victoires, les matchs et tout, truc, mais les droits télé qui vont être calculés, je pense, un peu plus tard. Brest, ils vont choper en plus dans tout cela. Donc c'est vraiment top. Hein. Franchement, sur ce point-là, je les salue. Ça me permet de transitionner automatiquement dans le nord, parce que c'est ça le problème du nord de la France. C'est que j'ai l'impression que voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Brest, c'est bien dans le nord, non? Non, n'est-ce pas? Non, Brest, c'est dans le nord. C'est la Bretagne, c'est l'ouest. Nord-ouest, non? Ou bien, t'es pas un peu ouais, plus, bien sûr, la Bretagne, c'est dans le nord-ouest, mais disons qu'on appelle ça plus l'ouest en France, quoi. Bretagne. Moi, je suis breton, hein. Faut pas m'énerver, j'ai dit. Non, franchement, moi, je suis breton. J'oublie tout de suite, là. Moi, je suis un boy de Rennes, machin, tu vois, de la Vendée, toute cette zone-là, tu vois. Moi, je connais un peu, là, cette zone-là. Je vous dis que Brest, c'est en haut. Donc, voilà, faut pas débattre avec moi. Donc, je dis, en tout cas, c'était pour dire que tous les gars, ils sont allés dans le nord, ils ont perdu le nord, là-bas. C'est comme Arsenal. On était allé à Lens, on nous a tapé. Le Real est arrivé à Lille. Ils se sont fait taper. J'ai envie de dire, et j'ai envie de te poser cette question-là, Willou, parce que moi, c'est le feeling que j'ai. Est-ce que le Real n'est pas en train de payer son mercato pas très top, j'ai envie de dire. Tu vois, je sais pas. Parce que hier, je sais pas, hier, le fait que Tchouaméni finisse en défense centrale, machin, l'autre il sort, il fait rentrer Modric, il fait descendre Tchouaméni. Alaba est toujours blessé, Nacho est parti, j'ai l'impression qu'il n'y a que Rudiger qui est là. Je sais pas, il y a quelque chose, moi, il y a une ambiance là, moi, qui ne me rassure pas au Real en ce moment. Je dirais le truc avec le Real hier, c'est qu'ils n'arrivent pas dans la position de on va écraser Lille et on va pas les laisser jouer et ils vont pas voir la lumière du jour et on va pas leur laisser d'espoir. Non, en vrai, ils sont arrivés, ils étaient bloc médian, assez passifs et ils ont laissé Lille se mettre dans le match. Et ça, moi, je dirais, c'est le problème numéro 1, entre guillemets, de l'approche du Real Madrid. C'est que tu as d'autres équipes qui sont potentiellement moins fortes, qui sont potentiellement plus loin de gagner la Champions. Parce que comme toi, tu l'as dit dans ton débrief de Lille-Real, on sait tous qu'ils vont quand même aller gagner la Champions au bout. Voilà, ils vont quand même faire partie des favoris et on va jamais sous-estimer le Real. S'il y a une équipe qui peut être un peu moyenne, mais quand même le faire, c'est eux. Mais il y a d'autres équipes, elles te laissent pas respirer. Franchement, par exemple, là, Lille, ils jouent le Real, ok, ils l'emportent. Quand Brest va jouer Leverkusen, tu vois, genre, parfois, il y a des moments, Leverkusen, tu peux passer de la première à la 90e minute et voilà, t'as été pris dans le tourbillon et tu ressors et tu dis, mais en fait, on n'a même pas joué le match. Alors que le Real, il te laisse plus jouer. Après, ils peuvent te punir en un mouvement, 2 mouvements, ils peuvent te punir, c'est vrai. Mais quand en face, il y a l'intensité, quand en face, il y a l'agressivité, la mentalité, un top Thiago Santos, par exemple, qui a souvent réussi à bloquer Vinicius, Bellingham sur le côté, quand tu les laisses prendre un petit peu la température du match, ouais, je dirais que l'approche tactique du Real, elle te laisse rentrer dans un certain confort. Et dans des matchs comme ça, ouais, ça peut pêcher. Donc je dirais que c'est plus une question de plan de jeu. Et je nuancerais tout ça quand même en disant, c'est la première défaite du Real depuis 9 mois. Vous n'avez pas perdu depuis 36 matchs avant. C'est fou, hein? Donc, comme Paris, on va aussi rester mesuré et pas tout jeter, tout le projet Ancelotti, toute l'équipe, tout l'effectif. Avec une défaite, ça arrive parfois de perdre en foot. Mais c'est vrai que le début de saison, même contre Stuttgart, c'était pas ouf, hein. Donc il y a des motifs. Stuttgart avait fait une top partie en plus.
Stuttgart aurait De ouf, mérité, ouais, ils auraient mérité, je pense, d'avoir mieux dans ce match-là. Ils avaient fait un très très bon match. Effectivement, ils n'avaient pas perdu depuis l'Atlético en janvier passé. Ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. C'est une équipe qui normalement, comme nous tous on le sait, même quand ils jouent pas bien, réussit à gagner. En championnat, ça s'en sort un peu et tout. Mais là, hier, c'était un peu trop criant. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. En plus, on sait très bien qu'ils dépensent pas en janvier. Tu l'avais dit l'année passée. Le Real n'est pas une équipe qui a l'habitude de faire des gros achats en janvier. Donc c'est le même effectif qui va continuer jusqu'à la fin de la saison. Il faut qu'ils trouvent un certain équilibre, il faut qu'ils trouvent un moyen de les faire jouer. Mais là en ce moment c'est assez, j'ai envie de dire, c'est assez compliqué quoi. C'est assez compliqué et ça donne un Real qui est, je ne sais pas moi, 17e, 18e, 19e au classement. C'est assez drôle. Ouais, c'est sûr que c'est pas ouf, c'est pas ouf de perdre contre Lille. Ouais, c'est sûr. T'as d'autres plus gros matchs qui arrivent derrière. Tu vas jouer à Liverpool à Anfield par exemple. T'as quelques grosses rencontres qui arrivent. Après, le Real, il me faut un petit peu penser à, je sais pas, peut-être comme toi et moi en cours, c'est-à-dire pas hyper, tu vois, genre tranquille, take it easy, un peu au dernier moment, on va se rattraper et ça va le faire quand même. Et quand viendront les grands moments, quand viendront les quarts de finale contre City, les demi-finales contre le Bayern, même en se faisant un petit peu malmener, et bah on est le Real Madrid et la mentalité, l'état d'esprit, le cœur, l'ADN quoi, magnifique. Bon, ils vont se réveiller, j'imagine. J'ai envie de dire que si tu le prends comme une course de cyclisme en fait en ce moment, Miskin à Dortmund et à Brest, même si Dortmund avait fait finale l'année passée, Miskin à Dortmund et à Brest en ce moment, ils mènent le peloton. Il y en a, ils sont à l'intérieur là, ils attendent, mais l'échappée, elle arrive. Et nous tous on sait quand elle arrive, c'est en février, c'est en mars. Donc j'ai hâte de voir franchement ce Real là et l'évolution qu'il va avoir. Surtout que Mbappé en plus va se reposer là durant la trêve. Je pense que ça va lui faire peut-être du bien de se reposer, d'être à l'abri un tout petit peu de l'équipe de France, de toute l'ambiance aussi qu'il y a autour de l'équipe de France, du fait que Griezmann arrête, que sûrement en tant que capitaine il aurait été confronté en conférence de presse par rapport à cela. Donc j'ai l'impression que c'est pas mal, c'est pas plus mal finalement le timing. C'est vrai, t'as raison. Le timing du repos de Mbappé, je pense que c'est pas plus mal. Donc j'ai hâte de voir le retour de la trêve internationale. La Juve de son côté 3-2 face à Leipzig. J'ai pas vu le match. Ça m'a fait mal parce que toi-même tu sais ce que je disais la dernière fois, pourquoi c'est dommage, moi j'aimais bien mardi, mercredi, jeudi, ça me permettait d'être concentré sur les gros matchs en fait, tu vois, tu pouvais en faire deux, tu vois, donc malheureusement il y en avait trop en même temps, donc j'ai pas eu l'occasion de les voir. En championnat, j'ai envie de dire, c'est passable en fait, hein. En championnat c'est passable, ça encaisse pas de buts, mais c'est pas comme si ça a marqué beaucoup de buts et ça fait aussi pas mal de matchs nuls, de machins et tout, mais là en Ligue des Champions à 10 contre 11, victoire 3-2. Ouais, moi j'ai regardé le match, je regardais en même temps que Lille-Real, je l'avais en double écran, et j'étais très très content parce que doublé de Vlahovic et doublé de Šeško, qui sont un peu mes deux numéro 9 chouchous là, moi je lance les propagandes Šeško-Vlahovic à fond, dans ma preview j'avais dit duel de numéro 9, les deux à surveiller, machin, et je regardais les deux marquer coup après coup, je voyais des célébrations, et à chaque fois c'était Šeško ou Vlahovic qui célébrait, donc refait. Moi je kiffe cette Juve, j'en parle depuis le début de saison, j'ai regardé quasiment tous leurs matchs cette saison. Et franchement, en Serie A, moi je dirais plus que passable parce que en 6 matchs, ils ont fait 3 fois 0-0, 3 fois 3-0. Ils n'ont pas encaissé encore un seul but en championnat. Et c'est un tout début de projet avec Thiago Motta. Tu passes de Allegri à Thiago Motta, c'est juste totalement différent. Ça se voit, comme on en a déjà parlé, il me semble, sur les performances d'un Manuel Locatelli, par exemple, qui passe de genre 50-60 ballons touchés à plus de 100 par match. Son rôle est totalement différent. Mais j'aime bien cette Juve parce que là, je trouve ils ont vraiment trouvé leur quatuor offensif. C'est vraiment 4-2-3-1. C'est Kenanidis, Koopmeiners, Vlahovic, Nico Gonzalez. Et ce quatuor-là, avec l'entrée de Francisco Conceição aussi hier, qui a marqué le but de la victoire, qui est top joueur, que j'aime beaucoup aussi. C'est que des joueurs que je kiffe. Yildiz était très très chaud aussi sur son premier match de Champions là. L'enroulé extraordinaire qu'il a marqué de malade. Incroyable. Et il a du caractère, hein. Il a que 19 ans, sortait d'un Euro intéressant, mais lui aussi la trajectoire, la courbe de progression est dingue. Et franchement non, je kiffe cette équipe, elle a encore des fenêtres de transfert à bien gérer pour continuer de se renforcer, peut-être derrière, même s'il y a des petits jeunes qui arrivent qui sont intéressants aussi. Donc non, j'aime bien cette Juve et aller l'emporter à Leipzig là, je le disais dans la preview, c'était sans doute le plus gros match de leur début de saison. Parce qu'ils n'ont pas encore joué l'Inter,
Ils ont pas encore fait de... Ils ont joué Naples, ils ont fait 0-0, j'avais vu le match l'autre jour, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et franchement, ils étaient corrects, ils n'ont pas généré énormément d'occasions, mais Naples, c'est une belle team aussi. Donc non, franchement, j'ai quasiment que des choses positives à dire sur une équipe qui est en début de cycle, début de projet, et les signes, pour l'instant, ils sont vraiment pas mal. Donc ouais, j'aime bien cette team. Non, c'est cool. Et puis, le boy Sesko qui claque ses 2 buts, chez Arsenal était Aussi, encore ouais. cet été, mais finalement, il a prolongé. Bon, ça peut être c'est des techniques aussi, hein, après, hein, pour qu'il soit peut-être revalorisé, qu'il puisse le revendre beaucoup plus cher et tout. Mais ça reste un attaquant quand même assez intéressant. Il va vite, en fait. Il va vite et il frappe. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, ça fait un duel d'attaquants, 2 attaquants qui étaient pistés par Arsenal, d'ailleurs. C'est Vlahovic et Ouais, puis c'est Sesko, tu vois. Ça fait et aussi, c'était un duel de numéro 10 néerlandais entre Xavi Simons et Koop Meiners, 2 top joueurs aussi. Non, c'était un beau match, ce Leipzig-Jouvet, franchement, très très kiffant. Et belle victoire pour la Juve. Et d'un autre côté, moi, la raison pour laquelle je ne l'ai pas regardé, c'est parce que mon regard était sur Aston Villa, j'ai pas vu, ouais, Bayern. Aston Villa Bayern, ça m'intéressait un tout petit peu. Historiquement, c'était quoi? C'était finale Ligue des Champions 82. Ouais, 82. Apparemment, Villa, ils ont tapé le Bayern 1-0 et depuis lors, ils n'avaient pas rejoint un club allemand. Donc, il y avait un peu cette connotation historique à ce match-là. De ouf, hein. Et finalement, un très bon match de football où j'ai envie de dire que Vincent Kompany, j'ai envie de dire Unai Emery, il a vu Kompany venir à 2000 à l'heure, en fait. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire, moi, tactiquement. Pourquoi? Parce que tu as une équipe d'Aston Villa qui savait, je pense, qu'elle n'allait pas avoir la possession de balle. On a eu l'occasion de voir ce Bayern de Vincent Kompany depuis le début de la saison. C'est un Bayern qui a le ballon. C'est un Bayern qui joue très bien. C'est un Bayern qui a non, franchement, les boys sont très forts. Il y a le boy Olysée, là, qui est en train de... Aussi, ouais. Olysée qui est en train de faire une top saison. Cependant, Olysée, hier, il était dans une position un tout petit peu, j'ai envie de dire, de numéro 10, c'est-à-dire qu'il a tenté quelque chose. Parce que d'habitude, Olysée, il joue sur le côté droit. Là, il est venu, il a tenté quelque chose, il a mis Olysée, il a mis Gnabry, il a mis Coman. À la mi-temps, il a fait des changements. À la mi-temps, il a fait des changements. Je pense que tactiquement parlant, peut-être que Vincent Kompany s'est un tout petit peu trompé, mais d'un autre côté, c'est peut-être une des raisons, c'est parce que Unai Emery l'a attendu. Tu as une équipe de Villa qui a juste attendu, en fait. Ils ont juste attendu. Pendant tout le match, ils étaient là, ils défendaient, ils attendaient et ils balançaient des longs ballons. Pourquoi? Parce qu'on sait que la ligne défensive du Bayern est souvent très haute. Donc ça donnait souvent des courses entre Watkins et puis Upamecano. Upamecano a pris un carton jaune, il a de la chance, il aurait pu prendre un carton rouge. T'as comment il s'appelle? Pau Torres qui est derrière qui balance. Pau Torres qui balance. D'ailleurs, le but, il est un peu comme ça, tu vois. Long ballon de Pau Torres au-dessus de la défense. T'as Neuer qui est à genre, je sais pas moi, 70 mètres de ses buts, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, comme d'habitude. Depuis 2014, Depuis 2014, on lui a pas dit de rester dans ses buts, il faut pas le faire. Jean Durand. Hein? Non, franchement. Il fait que marquer, lui, hein. C'est un truc de malade. 3-4 buts sur les 4 derniers matchs de PL, truc comme ça. La dernière fois, il a mis un but. Attends, faut que j'aille voir. Ouais, la frappe extérieure de surface, là. C'était Newcastle ou je sais plus, c'était quel match, là? C'était pas Newcastle? Je pense que c'était Newcastle. Bayern, c'était Wolverhampton. Je pense que c'était Wolverhampton. Okay, ouais. C'est Everton ou Wolverhampton. Non, c'est en fin de Everton match. Parce que j'ai le... Ouais, c'est Everton, je pense, parce que j'avais en tête le stade d'Everton assez bas. 76e. C'est Everton. C'est Everton, ouais, c'est ça. Le missile total qu'il envoie, genre. Mais incroyable. Mais il est trop fort, en fait. C'est intéressant. Et tu parles, Emiliano Martinez te dit en fin de match que le matin du match, Unai Emery nous a enfermés pendant 1h30, il nous a montré des vidéos de Neuer. Il nous a dit que Neuer passe son temps à sortir, qu'ils vont jouer très haut, qu'il faut balancer des ballons derrière, on n'a qu'à les attendre et balancer. Ils ont exécuté à la lettre le plan. Ils ont attendu, ils ont balancé, ils ont des boys derrière qui ont une très bonne qualité de passe. Lucas Digne, Pau Torres. Tout ça, ça peut donner des bons ballons. Tielemans aussi, tu vois, en pointe basse un peu. Donc, ils en ont balancé et devant, ça a fonctionné à travers Rodgers, Watkins. Et après avoir fatigué Upamecano pendant 70 et quelques minutes, Jean Durand, Jean Durand est rentré. Tu sais, c'est un championnat de bandits. Des Jean Durand, des Jean-Pierre, des je ne sais pas, que des fous dans ce championnat-là. Jean Durand est rentré, il a mis une frappe de malade et il a réussi à lober Manuel Neuer. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, c'est bien pour Aston Villa. Mention spéciale à Emiliano Martinez, toujours aussi détestable, mais toujours aussi fort.
Ça, par contre, Ouais, on ne puis peut pas Villa, avoir ils font un très beau début de saison. Ils sont 5e en PL encore, retrouvent la Champions, 2 matchs, 2 victoires. Oui, Ouais, il va falloir encore les surveiller. Hein, c'est juste la dernière fois, ils ont foiré un peu dans le match face à Ipswich, où ils font 2-2. C'est des points qu'ils ont laissé tomber un peu. Mais sinon, Ouais, mis à part ça, franchement, c'est une équipe qui se gère. Et en Ligue des Champions aussi, ben, ça te donne aussi un Villa qui est intéressant, quoi. Tu vois, un Villa qui a 2 matchs, 2 victoires, et qui est là, qui est tranquille et qui vient de taper son équipe. Contre le Bayern, leur première défaite de la saison. Hein. Bayern qui était très très chaud, qui avait tapé de Zagreb 9-2, tout le monde avait pris peur. Même contre Leverkusen, ils font un partout, mais 18 tirs à 3, ils étaient vraiment au-dessus. J'ai rarement vu Leverkusen aussi mal mené que contre le Bayern à l'Allianz Arena. Rien à voir avec les matchs de la saison dernière. Moi, je kiffe aussi ce Bayern de compagnie, un peu comme la Juve de Motta, grand club qui doit se ressaisir et qui prend un jeune entraîneur avec des principes modernes, etc. C'est 2 équipes que je supporte un petit peu cette saison. Je suis content quand ça se passe bien. J'ai mis une petite pièce sur les deux. Et du coup, j'ai pas vu le match contre Villa, mais t'as bien décrit. C'est vrai, Villageois, ils ont eu 30% de possession, 5 tirs seulement, contre 17 pour le Bayern. Mais ils ont bien utilisé leurs armes, apparemment. Mais je me fais pas trop de soucis pour le Bayern. Je pense qu'ils vont quand même finir top 8. Oui. Mais ouais. Ouais, et j'ai envie de finir un peu avec Harry Kane, parce que les supporters du Bayern sont un peu fâchés. On peut le voir un peu depuis hier soir. Il a fait un match où il y a eu énormément de ratés, en fait. Bon, tu diras que Martinez a fait une top rencontre aussi. Moi, je dirais qu'il faut pas être trop dur avec Harry Kane. C'est vrai qu'il est arrivé, il a été le chat noir. J'ai l'impression que les gars commencent à se fâcher contre Harry Kane pour d'autres raisons qui sont hors football, en fait, tu vois. Parce que je me dis, ok, c'est vrai que Harry Kane n'a jamais été rapide. En fait, il n'a jamais été rapide. Tu peux pas utiliser Harry Kane rapide là-haut, rapide dans le cerveau. Non, rapide en vitesse, je veux dire, tu vois. Donc oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais là où il est rapide, c'est dans le la cerveau, tête, en fait. C'est dans la tête. Donc Harry Kane, quand il se positionne, la tête vient, il fait une superbe tête et que l'autre Martinez fait un arrêt, gars, que veux-tu y faire, en fait? C'est Emiliano Martinez, hier, il y a une frappe de Olysée du pied gauche. Mais en fait, au départ de la frappe, tu dis, ouais, elle va en lucarne, c'est mort. Tu dis, non, en plus, Olysée, il a ce style-là, je sais pas, il est trop fin, il est trop beau, en fait, quand il joue au football, le petit, là. Il a un style incroyable. Il frappe, tu dis, ouais, ça va en lucarne. Et l'autre, il fait un arrêt, il vient de nulle part. Il y a des soirées comme ça où Martinez, il décide. Martinez, la seule raison pourquoi il fait un grand match, c'est parce qu'en face, il y a Neuer. D'ailleurs, dans son entrevue d'après-match, il en parle. En disant, oui, le meilleur gardien, machin de. C'est que c'est un gars d'égo. Lui, c'est un gars d'égo de personne. Il joue Ipswich, il fait le tocard, mais quand il joue le Bayern, il fait un grand match. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, je pense qu'ils sont un peu durs avec Harry Kane, mais c'est un grand buteur. C'est un grand joueur, c'est un grand buteur, et il faut juste, s'il y a des soirs comme ça, j'ai envie de dire, retour en Angleterre, émotionnellement, ça peut aussi jouer un peu, donc bref. Donc voilà. Et du coup, la suite du calendrier européen de Villa, c'est Bologne, Bruges, la Juve, donc Villa Juve, ça va être cool, Leipzig, Monaco et le Celtic. Donc franchement, ils ont eu plutôt un bon calendrier dans l'ensemble, quand t'as déjà 6 points après avoir tapé le Bayern. Villa, franchement, si tu vois leur calendrier, tu vois leur style, tu vois leur qualité, ils peuvent prétendre au top 8. Hein. Moi, je pense qu'avec 10 points, tu fais top 8. Pour moi, avec 10 points, tu fais barrage. Entre 8 et 10, tu fais barrage. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je suis déjà rassuré pour Brest et tout ça, parce que je me dis que, les gars, vous avez juste une victoire ou bien 2 matchs nuls à aller chercher pour être sûr de faire les barrages et puis garder un bon momentum aussi. Donc, c'est ça. Maintenant, pour le reste, top 8, je pense qu'il va falloir aller chercher 15 points. Hein. C'est ça, ouais. Bah, j'ai pas mal de gars qui m'ont contacté, qui ont déjà beaucoup joué à Football Manager, tu sais, genre, du coup, la nouvelle formule, elle y est depuis un moment. Ça a l'air de quoi? Et du coup, ils me disent que pour être top 8, c'est genre minimum 5 victoires. Souvent, ça se joue autour des 15 points. Ouais, c'est un peu le cut-off. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Et pour être top 24, 3 victoires, 9, 10, 11 points. J'ai l'impression c'est souvent le cut-off. Donc ouais, disons 10 et 15 si on se base sur l'expérience de mes potos qui jouent à FM. C'est possible. C'est peut-être les cut-off 24e et 8e place. Non, c'est possible. Et puis là, je te dis que non, c'est possible. Il reste encore 18 points à aller chercher. Il reste encore beaucoup de choses à accomplir. Le retour de trêve internationale va être important, en espérant que durant la trêve, il n'y a pas de joueurs qui vont se blesser aussi. Parce que la dernière trêve avait été assez dure. C'est dans la dernière trêve que nous, on a perdu Odegaard.
Voilà, on espère que tout le monde va pouvoir partir et revenir en bonne santé. Mais malheureusement, voilà, le calendrier est surchargé, on n'a pas le choix. Je sais pas, vous c'est la Ligue des Nations et nous, c'est les qualifications de la CAN, dans un an d'ailleurs. Donc, Pour moi, Stan, c'est la Corée du Sud, donc toi, tu tout t'en ça fous. me concerne très peu. Ouais. Les gars, vous êtes là en train de galérer, tout ça. Pour moi, c'est les playoffs du baseball coréen là qui démarrent la semaine où j'arrive. Je vais essayer d'aller Ça regarder serait un petit trop match. cool, ça. Ouais, c'est trop fun, ça. Franchement, c'est cool. Ouais. En plus, le baseball, c'est trop populaire dans cette zone, en plus de l'Asie. Bien sûr, ouais, ils sont à fond, ils sont à fond. Donc Japon, dimanche, Corée. il y a moyen que les deux clubs de Séoul en plus, Derby de Séoul, se jouent en playoff. Donc match de malade, si on trouve des places, on va y aller, c'est sûr. Non, c'est trop bien, ça, franchement. Oh là là. Non, le boy, il va bien manger, boy. En plus, il va... Oh. Ah ça Non, c'est là, tu vas c'est manger. peut-être la raison principale pour laquelle on y va d'ailleurs. Hein. Gastronomie Ouais, coréenne, on est très très fan. Franchement, oh là là. Non, je suis déjà dans les... En plus, là, c'est l'heure de manger, tu vois. Donc, Bah, pour moi aussi, ouais, c'est it's dinner c'est time. l'heure de manger, donc... Midi chez toi, c'est dîner chez Ouais, moi. c'est à 18h, mec. Là j'ai La faim, dalle. là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que Sur ce, je commence voilà. à avoir faim. Mon estomac, il commence à tourner et tout ça en disant qu'est-ce qu'il me raconte, lui. Et tout. Écoute, frérot, bon voyage. Profites-en bien. Amuse-toi merci. bien et tout. On a hâte de te retrouver au retour de la trêve internationale parce que ça va aller très, très Merci, vite. poto. Ça va être chaud en plus. Le retour de la trêve. Gros mois de, je pense, gros fin octobre, gros novembre qui s'en viennent. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette semaine de Ligue des Champions, deuxième journée. Vos tops, vos flops, vas-y, franchement, faites-vous plaisir en commentaire. Et puis, dites-nous aussi ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que vous êtes d'accord finalement ou vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il y en a, ils étaient d'accord, il y en a, ils n'étaient pas d'accord. Donc voilà, mais ça promet, franchement. Et bravo à Dortmund hein, pour le goal average. C'est pas mal, ça peut être pertinent à la fin. Les 7 buts, là, ça peut être très, très pertinent. Ah, c'est clair, de ouf. Attention. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.